Alors, on va commencer par le formalisme. On a 4 minutes d'avance, mais comme ça, on sera débarrassé de ce formalisme. Alors, nous recevons donc aujourd'hui Madame Nathalie Morin, chef du service France Domaine, qui est accompagnée de Monsieur Stanislas de Champroux, qui est chargé de la mission, qui est chargé de mission à la mission des opérations immobilières des administrations centrales. On est bien d'accord ? La Commission a souhaité vous entendre car France Domaine est un service de la Direction générale des finances publiques qui est rattaché directement au directeur général, dont les missions sont définies par l'article 2 du décret du 3 avril 2008. Il représente l'État propriétaire, tant dans les relations internes à l'État, je vise là les relations entre administrations ou avec les opérateurs de l'État, ou externes, avec les occupants du domaine de l'État, les candidats à l'acquisition de biens de l'État, les prestataires de toute nature. Il a notamment en charge le suivi du plan de cession, la gestion et l'entretien des immeubles domaniaux et plus largement la valorisation du patrimoine immobilier de l'État. Vous avez donc en charge au plan immobilier le suivi des autorités administratives indépendantes. Est-ce de toutes les AAI ou de certaines d'entre elles seulement? Jusqu'où va votre contrôle? Voilà tout un tas de questions, certainement que le rapporteur, moi-même et mes collègues, nous aurons l'occasion de vous poser. Comme la loi le permet, votre audition fera l'objet d'un compte-rendu publié dans le compte-rendu détaillé des réunions des commissions, qui est diffusé en version papier sur le site internet du Sénat. Et par ailleurs, votre audition, je le rappelle, est ouverte au public et à la presse. Avant de vous laisser la parole, il y a un formalisme des commissions d'enquête qui me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenu de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. En conséquence, je vous invite à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure », l'un après l'autre. Je le jure. Je le jure. Je vous en remercie tous les deux. Selon l'usage habituel, je vous propose de nous faire part de vos observations, d'abord durant une dizaine de minutes, si on est d'accord, et puis ensuite d'autres rapporteurs, et puis les membres de la commission vous interrogeront. Je vous donne la parole. Présidente, je vais essayer donc de vous livrer quelques propos introductifs autour des questions dont j'ai compris qu'elles vous préoccupaient, et sur donc les relations entre France Domaine et les AAI. Alors, premier point par lequel je commence, je crois pas qu'il y ait vraiment de débat, mais je le redis, il n'y a absolument aucune incompatibilité de fond entre le statut des AAI et le respect par ces autorités des orientations stratégiques de la politique immobilière de l'État. Comme leur nom l'indique, les AAI sont des autorités indépendantes, nous le savons tous. Cette indépendance s'entend comme la non-soumission à l'autorité hiérarchique d'un ministre, mais en revanche, en mettant de côté le cas des autorités publiques indépendantes qui ont personnalité juridique et des ressources propres, les autres AI dépourvues de personnalité morale dépendent donc en revanche pour leur budget d'un ministère qui est en général le ministère dont les compétences sont les plus proches de celles qu'elles exercent. L'immobilier est une fonction support et sa gestion rationnelle, sa gestion économe est pertinente pour l'ensemble des services de l'État, quel que soit leur statut, et ne fait pas obstacle à l'indépendance d'exercice des missions des AI. Je me permets d'ajouter qu'il y a d'autant moins atteinte à l'indépendance des missions des AI que, bien entendu, la politique immobilière de l'État intègre dans ses critères la réponse aux besoins exprimés par les occupants. Donc le caractère fonctionnel d'une solution immobilière est regardé de très près et est au cœur des avis que l'on peut être amené à délivrer. Et de ce point de vue-là, on est parfaitement conscient que, de par leur composition collégiale, les AI ont besoin de grandes salles de réunion. On est parfaitement conscient que, pour celles en tout cas qui ont un pouvoir de délivrance de sanctions, elles ont besoin de salles d'audience qui permettent de respecter les exigences procédurales. On sait aussi qu'elles sont composées de personnalités qualifiées qui viennent de tous les horizons et que l'accessibilité des locaux est essentielle. Donc tous ces éléments sont bien entendu compris comme des expressions de besoins légitimes des AI.
Pour autant, le respect des autres critères de la politique immobilière, que sont les ratios d'occupation pour le tertiaire ou que sont les plafonds de loyer, nous paraît devoir s'appliquer légitimement aux AI. Alors, cela étant dit, il n'en demeure pas moins que dans la pratique, les relations entre France Domaine et les AI sont un petit peu compliquées parce que mal assises juridiquement. Je vais essayer de prendre 2 exemples. D'abord, la soumission des AI à l'avis domanial. Il faut distinguer 2 cas de figure. Les AI dépourvus de personnalité juridique. La situation n'est pas tranchée explicitement dans le Code général de la propriété des personnes publiques. La lecture que France Domaine fait à la fois du CG3P, mais aussi du décret de 1986, qui a été partiellement codifié dans le CG3P et qui est de toutes les façons toujours en vigueur, cette lecture donc nous conduit à penser que les AI sont soumises à l'avis domanial. Nous nous appuyons pour cela sur les dispositions du décret de 86 qui prévoit que sont soumis à l'avis domanial tous les services qui reçoivent des financements de l'État et qui sont soumis à un contrôle budgétaire permanent de la part d'une autorité nommée par l'État. Mais vous voyez bien la fragilité du raisonnement qui repose sur une assimilation. Et par ailleurs, le support juridique est un support réglementaire et non législatif. S'agissant des API qui disposent de la personnalité juridique, la situation est plus simple, puisqu'il est très clair que ne sont soumises à l'avis domanial que les AI pour lesquelles c'est expressément prévu dans le texte institutif. Donc de ce point de vue-là, certaines sont clairement soumises. C'est le cas de l'AMF, de l'HAS ou de l'H3C. Nous avions essayé il y a quelques années, en 2010, dans le cadre d'un projet de loi portant simplification domaniale, d'étendre la soumission des autres API à l'avis domanial. Cette disposition n'a pas prospéré, d'abord pour des questions de procédure en quelque sorte, puisqu'il y avait un risque que cette disposition qui devait être introduite dans un projet de loi de finances soit considérée comme un cavalier budgétaire. Et donc elle n'a pas prospéré. En toute hypothèse, il faut bien voir que nous parlons d'un avis domanial simple, c'est-à-dire l'avis domanial tel qu'il existait avant mise en œuvre de la politique immobilière de l'État. Cet avis domanial ne porte que sur les valeurs, si je prends l'exemple d'une prise à bail, vérification de la conformité au marché de ces valeurs. Toute la dimension qui est beaucoup plus, qui est celle de la conformité de l'opération aux orientations stratégiques de la politique immobilière de l'État, n'est pas dans le CG3P. Elle a été introduite par les circulaires de 2009 sur la politique immobilière de l'État et sont celles-là, de notre point de vue, en toute hypothèse, non applicables aux AI. Donc vous voyez que du point de vue de la soumission des AI à l'avis domanial, on n'est pas très solide d'un point de vue juridique. Sur l'obligation de produire un schéma pluriannuel de stratégie immobilière, on n'est pas tellement plus assuré, puisque c'est par un courrier d'octobre 2011 de la ministre à l'époque en charge du domaine qu'il a été demandé à chaque président d'AI de produire un SPSI. Évidemment, la portée politique symbolique d'un tel courrier est extrêmement forte, mais sa portée normative ne l'est pas. Et d'ailleurs, sur les 38 AI qui avaient été contactés, seuls 13 ont produit un SPSI, et certains SPSI sont vraiment très, très succincts. Dans ces conditions, on comprend aisément que la relation entre France Domaine et les AI dépend d'abord et avant tout de la bonne volonté des présidents de ces AI, dont certains ont complètement joué le jeu. Je me permettrai de donner des exemples tout à l'heure. Et puis avec d'autres AI, la relation est plus inexistante, on va dire. Alors, malgré tout, je crois qu'on peut dire que sous l'impulsion du Parlement, des progrès très significatifs ont été réalisés depuis 2010. Donc ce n'est pas à vous que je vais apprendre que il y a eu une impulsion très forte, avec d'abord le rapport Briggs sur les loyers de l'État, puis ensuite avec les rapports d'Hozière-Van Est, qui ont rendu public un certain nombre de données et qui ont fait ressortir les marges de progrès en termes immobiliers des AI, du point de vue des ratios d'occupation, du point de vue des prix au mètre carré.
À partir de cela, un certain nombre de progrès ont été faits, puis ces données sont actualisées tous les ans dans le cadre des questions parlementaires qui sont adressées à l'administration pour la préparation des projets de loi de finances. Je signale toutefois que ces données sont des données déclaratives et que France Domaine n'a aucun moyen de s'assurer de la fiabilité des données qui sont ainsi communiquées. Mais ça maintient malgré tout une forme de pression sur les AI. Des progrès significatifs ont été enregistrés. Donc ce parc est quand même beaucoup mieux connu, grâce à l'enquête de 2010 et aux actualisations. Et des actions efficaces ont pu être conduites. D'abord sur les loyers. Je vais prendre 3 exemples. On a en 2012, à France Domaine, passé un marché, conduit une action de renégociation systématique des baux franciliens supérieurs à 500 000 €. Et les baux de certains AI ont pu être ainsi traités dans le cadre de ce marché. C'est notamment le cas du bail du CSA, qui a été renégocié, passé de 575 € le mètre carré à 431. Par ailleurs, un certain nombre d'AI ont spontanément demandé à France Domaine de les assister dans des renégociations de baux. Je voudrais prendre quelques exemples. Le défenseur des droits, tout d'abord, alors que c'est en plus une autorité constitutionnellement indépendante, donc un statut encore plus protégé, qui s'est rapproché spontanément de France Domaine en 2012 lors de la création du défenseur des droits par fusion de 4 autres entités. Et de cette façon, il a été décidé d'abandonner 2 sites et de renégocier les baux des 2 sites restants. Et puis en 2014, les baux du défenseur des droits et de la CNIL ont été renégociés par France Domaine pour aligner la durée de ces baux sur l'arrivée de ces 2 entités sur le site de Fontenoy à la fin de l'année 2016. Et cette renégociation permet quand même de faire une économie annuelle de 900 000 €, donc un résultat assez significatif. Et puis enfin, on note que certaines AI, même si elles ne passent pas par France Domaine, s'appliquent les orientations stratégiques de la politique immobilière de l'État. C'est le cas, par exemple, de l'autorité des marchés financiers, qui a négocié toute seule en 2013 son loyer, mais a obtenu une baisse de 30%, donc un résultat qui est tout à fait vertueux pour les finances publiques. La Haute Autorité de Santé également a renégocié toute seule en 2012, mais avec un bon résultat, et elle est de toute façon déjà sur une localisation extrêmement vertueuse à Saint-Denis. Donc on voit que l'exigence d'économie se diffuse avec ou sans l'aide de France Domaine, mais se diffuse. Et de toutes les façons, France Domaine se rapproche de façon assez systématique des AI lorsqu'on sait qu'on approche de l'échéance du bail et qu'il faut lancer une renégociation pour proposer notre assistance. Et enfin, des opérations de relocalisation carrément ont été conduites. Par exemple, la Commission nationale des comptes de campagne, qui a été d'ailleurs l'une des premières AI à se rapprocher de France Domaine et à jouer le jeu, qui est passée de l'avenue de Wagram à 523 € le mètre carré à la rue du Louvre, 400 € le mètre carré. L'autorité de sûreté nucléaire, dont le comportement particulièrement exemplaire doit être souligné, puisqu'ils ont quitté Paris, la place Bourgoin dans le 12e arrondissement, pour aller à Montrouge sur des locatifs beaucoup moins coûteux et à Fontenay-aux-Roses dans du domanial. On peut évidemment citer le projet Fontenoy, qui va regrouper 7 AI, dont les baux parmi les plus importants à la fin 2016. Et puis on peut citer des exemples d'AI pour lesquels il n'y a pas eu de relocalisation, mais vraiment pas par mauvaise volonté, parce que les circonstances ne le permettent pas. Je pense à l'autorité de la concurrence, avec laquelle on a beaucoup travaillé, mais dont la situation est paradoxale, c'est-à-dire qu'ils sont dans 2 immeubles locatifs dont les prix sont très faibles, et un immeuble domanial qui ne leur coûte rien puisqu'il n'y a pas de loyer budgétaire pour les autorités indépendantes, de sorte que l'équilibre économique d'une relocalisation est très difficile à montrer. Si on ajoute à cela en plus les coûts de déménagement, on n'arrive pas à avoir une opération qui soit efficace, sauf à remettre en cause complètement la localisation, mais là on revient sur l'expression de besoin des AI. On peut citer aussi l'exemple d'Adopi, qui n'a pas bougé, mais là aussi parce qu'il y avait quand même quelques interrogations sur le devenir de cette AI, donc ce n'est pas des situations très, très favorables pour renégocier. Des autorités qui se créent se rapprochent spontanément de nous, ça a été le cas de la HATVP,
avec laquelle on a cherché vraiment de façon très, très ouverte une localisation et qu'on a finalement relocalisé rue de Richelieu dans un immeuble locatif déjà pris à bail par l'État, mais dans lequel il y avait des surfaces vacantes. Donc ça nous permet d'optimiser une location par l'État. Voilà, j'arrête là les exemples. Il pourrait y en avoir d'autres. Le message, je pense qu'il est assez clair que je voulais faire passer, c'est que malgré tout, même si les relations ne sont pas institutionnellement très cadrées, il y a un mouvement qui s'est créé depuis 2010 et que des opérations favorables ont pu être conduites avec ou sans France Domaine en matière de renégociation des baux ou de localisation. C'est perfectible, c'est forcément perfectible, mais enfin, ce mouvement a eu lieu. Merci beaucoup pour cet exposé liminaire. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Nous avons bien écouté l'exposé de Madame Morin. Bon, si j'ai bien compris, ces autorités sont de plus en plus vertueuses, mais ça voudrait dire qu'elles ne l'ont pas toujours été et que certaines ne le sont toujours pas. Vous nous avez donné un chiffre sur une production, vous avez dit, sur 38, seuls 13 ont répondu. Bon. Alors certes, il y en a qui ne sont pas forcément obligés. Vous m'arrêterez si je me trompe, mais donc vous souhaitez finalement qu'il y ait une clarification dans les relations entre les autorités administratives indépendantes et France Domaine, puisque très clairement, on est en partie dans un flou juridique sur les relations que vous avez, et qu'il est nécessaire de clarifier et de préciser ces relations, si je vous ai bien entendu. Vous nous avez fait état de progrès accomplis par certaines de ces autorités administratives indépendantes, et on ne peut que s'en réjouir. Je crois qu'il serait bon que nous puissions avoir un tableau de la situation foncière de chacune de ces autorités administratives indépendantes, avec les surfaces, les emplacements, le loyer, l'évolution. Et puis, bon, ça serait bien aussi que vous nous disiez s'il y a de mauvais élèves, bon, et que vous nous donniez les exemples les plus caractéristiques des plus mauvais élèves. Je vous en prie. Je vais essayer d'échapper à cet exercice. Pas question, madame. Nous sommes une commission d'enquête. Pour en revenir au tableau, ce tableau existe. Il est fourni, en l'occurrence, à la Commission des finances de l'Assemblée nationale dans le cadre du questionnaire sur le projet de loi de finances pour 2015. On a donc un tableau qui reprend pour chaque autorité administrative sa localisation, la nature de l'occupation, le nombre de postes de travail, les surfaces, le loyer et les charges. Mais comme je l'indiquais tout à l'heure, France Domaine ne peut absolument pas garantir la fiabilité des informations. Ce sont celles qui nous sont données par les AI et nous n'avons, nous, aucun accès pour vérifier. Est-ce que cela sous-entendrait que certaines déclarations ne correspondraient pas à la réalité? Je ne sous-entends pas, je dis juste que nous n'avons pas été en mesure de nous assurer de la véracité de ces chiffres. Voilà, on voit sur les postes de travail qu'il y a plutôt augmentation des postes de travail des AI. Est-ce que c'est la réalité? Nous ne pouvons pas le vérifier. Ça modifie évidemment le ratio d'occupation. Mais ça, nous ne sommes pas en capacité de dire si effectivement le nombre de postes de travail déclarés par chaque AI est conforme à la réalité. Voilà un exemple que nous ne pouvons pas attester. Mais ce tableau existe avec les limites qu'on indique, mais il a quand même le mérite d'exister et de faire ressortir les loyers notamment, et donc tous les loyers qui sont supérieurs aux normes acceptées par France Domaine pour Paris, en l'occurrence 400 € maximum du mètre carré. J'attends. Vous n'y échapperez pas, madame. Oui, j'ai bien noté que vous attendiez. Bon, il y a donc
3 AI avec lesquels on a assez peu de rapports, essentiellement 2. L'une, c'est la RAF, qui n'a pas transmis de SPSI et qui a pris à bail dans Paris 750 mètres carrés sans consulter personne, ni en amont ni en aval. Certaines AI mènent la négociation et puis nous consultent un peu à la fin. Mais ça permet malgré tout de s'assurer du respect des normes. Là, au cas d'espèce, on n'a absolument pas été associé ni de près ni de loin à la discussion. On n'a plus que constaté ex post que cette location avait été prise. Alors certes, le prix mètre carré est inférieur aux normes de 400 € le mètre carré, mais on a en revanche des charges qui sont extrêmement élevées, de sorte que quand on additionne le loyer et les charges, on est quand même à un niveau de prix qui est assez important. Et puis le deuxième, qui est plus visible parce que les surfaces ne sont absolument pas les mêmes, 750 mètres carrés, c'est quand même pas beaucoup. Donc il y a une question de principe, mais il n'y a pas un enjeu très élevé. En revanche, l'ACPR, là, c'est un enjeu qui est beaucoup plus important. On parle de 27 000 mètres carrés. L'ACPR a clairement refusé de transmettre un SPSI. Elle considère qu'elle relève de la Banque de France, qu'elle ne relève pas donc du tout de l'obligation des SPSI. Et elle est locataire, en ce qu'on appelle en centre d'affaires, ce qui est une solution qui est extrêmement coûteuse. On est dans des loyers charges comprises qui sont entre 640 et 700 € le mètre carré. Et ce sont pour 27 000 mètres carrés. Oui. Et ce sont des solutions qui sont habituellement réservées à des plus petites surfaces. Donc là, il y a un enjeu. Il y a un enjeu beaucoup plus important. Et même sur la RAF, si vous permettez, sur la RAF, ça ne devait pas être déconcentré au Mans? Ils ont une implantation au Mans et ils ont ensuite pris une deuxième location sur Paris. Le Mans, c'est pas cher. Je n'en doute pas. C'est moins cher que pas cher. Non, mais la logique voudrait oui, c'est 130 € le mètre carré au Mans, c'est ça. Si, voilà. dans ce sens, ça vous convient, chers collègues. Monsieur le rapporteur. Et vous en avez d'autres? Là, c'est 2 graves, on va dire, quand même. Hein. Là, c'est deux. Alors là, je vais faire appel. Mais il doit y en avoir d'autres qui correspondent. Voilà. Un ami pour voir si on en a d'autres. Pardon? Alors, moi non plus, je ne connais pas bien la deuxième. Hein, Pierre-Yves, moi non plus, je ne la connais pas bien. La RAF, on sait. La deuxième, c'est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Oui, mais malgré tout, même avec c'est les assurances? Alors, je pense que c'est plus ancien, mais effectivement, oui, voilà. Si. Bon, vous vous rendez compte, ça ne nous dit rien. Hein, donc c'est ça aussi, ça veut dire des choses. Créé en 2010. Ouais. Et 27 000 mètres carrés, dit le rapporteur. Je ne me trompe pas, je vérifie quand même que je ne vous ai pas dit de bêtises. Non, c'est ça, c'est 25 000 mètres carrés de surface sub, oui, c'est ça. Oui, oui. Oui, c'est ça. Il y a deux, mais je vous adresserai le tableau, comme ça ce sera encore plus simple. Il y a 2 locations, une au 61 rue Tête-Bout pour une surface déclarée de 17 293 mètres carrés et une autre au 53 rue de Châteaudun pour 10 549 mètres carrés. Ça me paraît extravagant. Pardon. Oui, il y a combien d'effectifs? Alors, on nous annonce 650 postes de travail. Ce n'est pas des effectifs, ce sont des postes de travail pour la première location et 471 pour l'autre. Ce sont des postes de travail. Poste de travail, c'est quoi votre norme? J'avais vu que quelque part, c'était 12 mètres carrés par agent. La norme France Domaine, c'est 12 mètres carrés de surface utile nette par poste de travail. Ouais. En poste de travail. Oui. Quand vous faites, vous constatez qu'ils ne veulent pas communiquer avec vous? La CPR, non. La CPR, ils ont fait répondre à la ministre du Domaine en 2011 par le gouverneur de la Banque de France qu'ils étaient en dehors du champ. Et ça, vous en référez au secrétariat général du gouvernement? Non, ça reste comme ça. Au cas d'espèce, c'est resté en l'état. C'est resté en l'état.
Parce que malgré tout, la réponse du gouverneur faisait une petite ouverture, disait nous ne sommes pas soumis à ces normes, mais on va malgré tout vous faire passer un schéma pluriannuel de stratégie immobilière, et puis ce schéma n'a pas été transmis. Ils sont prudentiels. Hein. Alors, vous en avez bien quelques autres. On a parfois des sujets qui sont un peu compliqués. Avec le défenseur des droits, c'est vrai qu'on a eu des débats qui ont été un petit peu longs, puisqu'il y a eu une période où le défenseur des droits voulait soit intégrer Fontenay, mais de façon très anticipée sur la livraison du bien, puisqu'il voulait l'intégrer fin 2014. Et donc ça voulait dire revoir complètement le programme de restructuration du bâtiment, soit dans ce cas-là ne voulait plus aller à Fontenoy et voulait prendre une location de son côté, parce que sa préoccupation, c'était pas un caprice évidemment, sa préoccupation c'était que sa réinstallation coïncide avec l'échéance première des baux. Bon, donc il y a eu quelques échanges, et effectivement ça s'est réglé. C'est le directeur de cabinet du Premier ministre qui a pris la décision, et il a été décidé que le défenseur des droits rejoindrait bien Fontenoy comme c'était prévu à l'origine, avec une date de livraison du bâtiment de Fontenoy qui a été un petit peu avancée par rapport à la livraison de l'ensemble du bâtiment, puisqu'il sera livré fin 2016 alors que le reste du bâtiment sera livré en 2017, mais dans les conditions telles qu'elles avaient été prévues au départ. Et c'est pour ça que nous avons été mandatés pour renégocier les baux du défenseur des droits, les aligner sur cette date d'emménagement et faire baisser au passage malgré tout le loyer. Ça veut dire quand même que la décision a été prise par le directeur de cabinet du Premier ministre. Oui. C'est pas la AI là qui vous demande d'intervenir, c'est le gouvernement. C'est pas le défenseur des droits qui a demandé la renégociation des baux, c'est le gouvernement. Ça s'est fait, ça s'est fait d'un commun accord en quelque sorte. Enfin, c'est le directeur de cabinet qui a arbitré, pour être clair. La question de l'emménagement et de la date de l'emménagement, oui. En revanche, la question de la renégociation des baux, c'est une conséquence finalement de cette décision. Fontenoy, c'est plutôt une bonne idée. Pardon ? Fontenoy, c'est plutôt une bonne idée de restructurer. C'est effectivement une très très bonne idée. Et du point de vue des 7 AI qui vont être logés dans l'immeuble Fontenoy, c'est une très bonne chose, puisque ça permet de mutualiser un certain nombre de fonctions support. Et donc d'avoir au total des gains sur les coûts immobiliers. Et les 7 ont été déterminés comment ? Soit par leur demande, soit par souhait du gouvernement ? Il y avait Parce qu'il y a un volume, je pense. Il y a un volume, et il y avait aussi une thématique. C'était un petit peu la maison des libertés publiques. Donc ce sont beaucoup des AI qui exercent dans le domaine des libertés publiques. Donc on a le défenseur des droits, on a la CNIL, alors que je retrouve la liste exacte. Oui, la CADA. Parce que les collèges, d'une manière générale, ils se réunissent à minima au moins une fois par mois. Voilà, il me semble qu'on pourrait mutualiser beaucoup, sur beaucoup plus d'AI finalement, des locaux adaptés pour les réunions de ces collèges, etc. Franchement, là, il y a des économies à faire quand même. Hein. Parce que si chaque AI se fait ses propres locaux, avec sa salle du conseil, avec... est-ce qu'on a je dirais, la possibilité de faire comme ça ? Financièrement, je ne le crois pas. Comment ? En tout cas, il faut... pouvoir faire un étage de plus chaque année. Oui. Est-ce que vous... Est-ce qu'en matière de gestion des charges, l'économie d'énergie et autres, vous avez un regard par rapport au patrimoine immobilier des AI, enfin de leur location, pour voir avec les propriétaires si on ne veut pas faire plus d'économies pour améliorer la gestion en fait de l'immeuble et le coût de location, ou c'est simplement une fois que le bail est signé, après vous n'avez plus rien à dire?
Non, au cas d'espèce, compte tenu des modalités d'association que j'évoquais tout à l'heure, qui sont des modalités d'association soit un peu tardives, soit limitées dans le contenu, nous n'avons jamais eu à intervenir sur l'optimisation énergétique d'un bien. Si vous le permettez, sur Oui, la bien sûr. renégociation du défenseur des droits, comme on est resté sur place, on a demandé dans le cadre du prolongement de 2 ans du bail de 2014 à 2016 que le bailleur prenne à sa charge des travaux de réfection, des ascenseurs et de réaménagement des locaux. C'est quand même l'occasion, quand ça se passe bien avec l'AAI, de pouvoir demander certains aménagements. Est-ce que dans les exemples que vous avez donnés, est-ce qu'il y en a qui sont vraiment au-dessus des normes, qui ont accepté des loyers largement supérieurs à la norme? Oui, on en a plusieurs. On a l'ARS qui va devenir HCRS, mais là, on est en discussion justement avec l'HCRS et je pense que la question se réglera assez prochainement dans le cadre d'une renégociation, justement. Alors, ils ont beaucoup négocié de leur côté, mais ils ont bien négocié. Ils nous associent un peu à un stade final, mais ça se réglera. Bon, il y a la CPR qui est clairement très très au-dessus des normes. L'ARCEP est un peu au-dessus des normes. Je suis en loyer là. Et ensuite, oui, bien sûr. CNIL, les défenseurs des droits sont aujourd'hui encore au-dessus des normes, mais on l'a malgré tout accepté parce qu'on sait que c'est une situation transitoire dans l'attente de l'installation sur Fontenoy. Le H3C, oui, le H3C. C'est quoi H3C? Le Haut Conseil du Commissariat aux comptes. Oui. Mais nous connaissons les dates d'échéance des baux et donc 18 mois, 2 ans avant l'échéance, on peut se manifester auprès, enfin quand je dis on, c'est à bon niveau bien entendu, se manifester auprès des autorités administratives indépendantes, d'abord pour leur signaler au cas où elles ne l'auraient pas d'elles-mêmes identifié et pour les accompagner dans la renégociation, voire dans la recherche d'une autre localisation si la renégociation échouait. Moi, à ce stade, si je vous ai bien compris, vous qui représentez l'État propriétaire, vous qui, quand même, hein, vous qui êtes un service dédié à la mise en place de la politique immobilière de l'État, vous ne disposez pas aujourd'hui juridiquement, vraiment, des outils vous permettant d'exiger des AAI. Oui. Votre intervention. Hein, on est bien d'accord. Hein, juridiquement, c'est fragile, c'est ou fragile ou inexistant. C'est tout à fait ce que j'ai dit. Nous proposons notre assistance. Certains la demandent, certains ne la demandent pas. Et nous ne sommes en tout état de cause pas fondés à intervenir en opportunité, comme nous pouvons le faire pour les services de l'État. D'accord. Vous avez parlé de loyer, pardon. Si j'ai bien compris, Madame la Présidente, la localisation, c'est essentiellement Paris. Oui. Et certains quartiers de Paris. Les moins chers. Est-ce que, bien évidemment, est-ce que pour le choix de cette localisation, on vous donne des raisons? Ça n'entre pas dans la... Parce qu'on a, pour terminer, on a quand même l'impression que le recrutement des animateurs de l'AI, c'est quand même des membres du Conseil d'État, un nombre de gens assez limité et qui résident dans un périmètre assez limité. Est-ce que le siège est près du Conseil d'État, par exemple? Donc il y a vous confirmez qu'il y a quand même une concentration dans certains quartiers? Oui, c'est certain. Le tableau, que je vous remettrai parle de lui-même. Je pense sérieusement quand même qu'on arrive aux limites de ce que pourrait faire l'État propriétaire, même s'il avait une assise juridique plus sérieuse. Parce que pour contester la localisation d'une AAI, d'abord, il faut bien être capable de comprendre ce que sont ses besoins. Et là, je pense qu'on risque d'entrer en conflit avec le principe d'indépendance de l'AAI. Mais c'est peut-être au moment de la création de l'AAI qu'il faut
aussi dire un certain nombre de choses. Parce que quand on regarde le peu qu'on a commencé à auditionner de AI, on voit une diversité à tous les niveaux. Le statut n'est pas du tout harmonisé, que ce soit sur l'exercice des missions par le statut des membres, leur durée, le fait qu'ils soient renouvelables ou pas renouvelables, révocables, ils ne sont pas révocables. Mais voilà, d'une manière générale, il n'y a pas d'unification de ce statut, mais ça pourrait aller quand même aussi, parce que financièrement, c'est quand même l'État qui paye derrière. C'est quand même l'État qui verse soit des crédits budgétaires, soit qui met donc des ressources à disposition de ces AI. Donc il faut en fait s'y intéresser au moment de la création de la AI, pas après. Après, ça ne peut que créer, comme vous le disiez, un conflit, marquer un point de non-indépendance, etc., etc. C'est au démarrage, et c'est peut-être au législateur, justement, à gérer ce genre de choses, puisque la plupart des AI sont toutes créées au travers d'une loi. Oui. Il y a marqué administrative aussi, autorité administrative. Administrative. Y a-t-il des AI qui sont hors du champ de location? Y a-t-il d'autres formules? Oui, certaines AI sont dans du domanial, c'est-à-dire des immeubles qui appartiennent à l'État. J'ai cité tout à l'heure l'exemple de l'autorité de la concurrence, qui est en fait sur 3 installations, mais dont une est du domanial. J'ai cité l'autorité de sûreté nucléaire, qui à Fontenay-aux-Roses est dans du domanial. Là, oui, il y en a plusieurs. La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la Commission nationale du débat public, la Commission nationale d'aménagement commercial, la Commission paritaire des publications agences de presse, Commission de sécurité des consommateurs. Donc un certain nombre sont dans des immeubles qui appartiennent à l'État. Donc le coût est un coût indirect. C'est le coût d'opportunité de détention par l'État d'un immeuble qui ne dégage pas de loyer, enfin, pour lequel l'État ne perçoit pas de loyer. Dans ce cas-là, ce sont des mises à disposition à titre gratuit. Oui. Il n'y en a pas qui ont acheté des locaux. Acheté, je ne crois pas. Le médiateur du cinéma qui dépend du centre du cinéma. Allez, vous pouvez appuyer sur le micro si on ne vous entend pas. Le médiateur du cinéma qui est logé au sein des implantations du Centre national de la cinématographie, qui lui est donc en domanial indirectement, mais ça appartient à l'opérateur, voilà, qui va être logé d'ailleurs. Non, je crois qu'aucun n'est propriétaire de son bien. Et quand une autorité administrative indépendante est créée, vous êtes immédiatement informé? Pas toujours, je pense. Nous sommes informés par la presse. Par la presse. Oui, ça ne marche pas toujours. Hein, bon. Par acteur public, oui. Donc nous sommes vigilants. C'était le cas pour l'achat TVP, par exemple. On avait bien identifié que cette AI se créait. Mais comme je l'ai dit, la relation a été tout à fait exemplaire, avec des critères d'implantation qui étaient extrêmement souples et qui permettaient des implantations peu onéreuses pour l'État. Donc voilà une installation qui s'est bien faite. Oui, M. Touraine. Oui, vous avez évoqué pour l'installation des AI à Paris le principe d'autonomie, laissant entendre par là que l'autorité administrative a toute latitude pour décider de son lieu d'implantation. Ce qui est un peu étonnant, parce que je ne vois pas pourquoi l'autonomie irait jusque-là. L'autonomie ne va pas jusqu'à donner aux autorités concernées la possibilité de décider de leur budget, par exemple. Et par conséquent, il y a bien des limites. On n'est pas là dans un principe d'indépendance absolue qui permettrait à l'autorité administrative de décider de tout, et notamment de son implantation. Donc j'irai plus loin que ce que vous disiez, à savoir, même pendant l'exercice ou pendant le fonctionnement de ces autorités, je ne vois pas pourquoi l'État ne s'autoriserait pas à changer l'implantation et les lieux. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est qu'est-ce qui empêcherait, est-ce que le fait d'implanter une autorité administrative à Bordeaux, à Clermont-Ferrand, à Lyon ou ailleurs, est-ce que ça l'empêcherait de fonctionner normalement, d'être aussi efficace qu'elle l'est lorsqu'elle est à Paris? Et indépendante. En quoi ça jouerait sur son indépendance?
Je comprends évidemment ce raisonnement. Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai voulu dire. Ce que je veux dire, c'est que quand on entre dans un débat avec l'AI sur l'endroit où elle doit être localisée, on va assez rapidement entrer dans des questions sur lesquelles France Domaine n'a pas de légitimité. Mais même pas de légitimité. Quand une AI nous explique qu'elle a besoin d'être proche des juridictions parisiennes, qu'elle a besoin d'être proche des gares, c'est très très difficile pour nous de contester de façon objective ces raisons. Donc on est un petit peu en difficulté, même si on peut intuitivement penser qu'en effet d'autres localisations sont envisageables, et en province, qu'est-ce qui empêche en effet, compte tenu des réseaux ferroviaires et des liaisons de toute nature, qu'est-ce qui empêcherait une AI de fonctionner tout aussi bien dans une métropole régionale? Mais là, on voit bien qu'on sort de l'approche métier, technique que peut avoir France Domaine pour entrer sur des terrains qui sont quand même un peu des terrains d'opportunité. Oui, mais madame, les tarifs de location ne sont pas les mêmes selon les arrondissements, selon les villes. Or, manifestement, il y a une tendance. Je ne vous le fais pas dire, monsieur le questeur. Parce que s'il y a une grande diversité dans le fonctionnement des autorités administratives indépendantes, par contre, au niveau du recrutement, il y a une certaine uniformité. Et on a vraiment le sentiment qu'elles se regroupent dans des lieux, je n'ose pas dire privilégiés, mais dans certains lieux. Ça, c'est plutôt finalement au secrétariat général du gouvernement, dans son action de contrôle un peu des AI. Moi, je comprends. Vous n'êtes qu'un expert, vous êtes essentiellement un expert qui peut dire oui, là, le prix du mètre carré est correct, etc. Mais sur cette localisation, c'est vrai que très objectivement, ça ressort plutôt de Marc Guillaume, quoi, qu'on a auditionné déjà. Mais, bon, vous nous avez quand même dit qu'un certain nombre d'autorités demandaient votre conseil, ce qui est une bonne chose, mais est-ce qu'elles suivent toutes vos conseils? Oui, pardon, je n'ai pas écouté. Ma question est précise. Votre question est précise, ma réponse va l'être aussi. C'est-à-dire que finalement, lorsqu'elles nous demandent conseil, c'est que soit le projet auquel elles ont travaillé rentre dans les critères et donc elles savent que nous le validerons, soit qu'elles ont effectivement l'intention de suivre nos conseils. Donc celles qui le demandent, oui, le suivent. Est-ce que je peux vous interroger sur la dernière AI, c'est, à notre connaissance, le médiateur du livre. Comment ça s'est passé, par exemple, sur le médiateur du livre, par rapport à vous? Ce serait intéressant que nous... Alors, oserais-je avouer que je ne l'ai pas dans la liste, parce que c'est en 2014 que ça a été créé, sur la liste de Légifrance. Ça n'existe pas pour vous, le médiateur du livre? Non, mais c'est pas un reproche, Je suis obligée de vous avouer que, puisque j'ai prêté serment, que non, je ne connaissais pas le médiateur du livre. Bon. Et le dernier pour vous, c'est qui le dernier pour vous? Quel est le dernier? Quelle est la dernière AI avec qui, quand elle s'est créée, vous êtes intervenu en termes de création? Le dernier pour lequel nous sommes intervenus, ça doit être la HATVP. Je pense que je suis à peu près sûre, oui, c'est la HATVP. Et eux, ils ont été transparents. Ils ont été transparents, absolument. Bon, voilà. Donc vous aurez appris quelque chose oui. ici. Oui, j'ai appris quelque chose. Il est où, le médiateur du livre? Je regarde les services. Personne n'est capable de me dire où est le médiateur du livre. Il y en a que nous recherchons activement. Il y a des présidents qu'on ne connaît pas non plus. Ça y est, ouais, je crois que là, on y est quand même. Mais le médiateur du livre, vous savez... Ils sont tellement indépendants qu'on a du mal à les trouver. C'est une personne de la Cour des comptes, elle est installée à la Cour des comptes. Voilà. C'est une personne, mais voilà. Voilà une bonne information. Tout s'explique. Oui, c'est ça. On a toujours des explications. C'est un membre de la Cour des comptes qui est installé à la Cour des comptes. Et il est tout seul.
Ah, mais je ne sais pas. Ah, Du ça, coup, on va a s'y peu de intéresser. l'avant- On va l'auditionner. Comment on va auditionner tout le monde? On va l'auditionner. Il est tout seul. Mais en tout Il cas, est vous, tout seul. alors je comprends pourquoi on ne vous a pas Donc interrogé. avec 12 Voilà. mètres carrés, ça devrait suffire. À ma connaissance, tous les membres de la Cour des comptes n'ont pas un bureau. Hein. Donc, De ce point de vue-là, les magistrats de la Cour Eh des oui. comptes n'ont pas de bureau. Hein, ils ont un truc collectif. ils sont. Donc ils on va sont- regarder ils sont à ça, deux, on va donc, regarder. je pense qu'ils respectent les ratios d'occupation. Oui, Alors, Pierre-Yves Colomba. Anecdotique, mais tout à l'heure, vous avez évoqué la CADA. Mais à l'époque où j'ai fait une apparition, ils étaient au Conseil d'État et je n'avais pas l'impression qu'il y avait des locaux. On utilisait les locaux du Conseil d'État autant que de besoin, etc. J'avais pas l'impression qu'ils avaient un local attribué quelque part. Mais peut-être que ça a évolué. Les informations que nous avons dans ce fameux tableau, c'est que la CADA est installée 35 rue Saint-Dominique. Ça doit être un petit local, je suppose, non, non. Eux disposent de 274 mètres carrés, mais ils ne sont pas seuls rue Saint-Dominique, puisqu'il y a d'autres AI qui vont justement, qui dépendent du Premier ministre, et qui vont justement aller sur Fontenoy. Donc je ne sais pas quelle est la superficie exacte de ce bien, mais c'est un bien qui sera complètement libéré par l'opération Ségur Fontenoy. Enfin, Fontenoy. Bon, monsieur le rapporteur, est-ce que toutes vos interrogations ont trouvé réponse? Je pense que bientôt, avec la liste, les prix... Que vous allez nous envoyer. Tout ce que vous allez nous envoyer, hein, nous serons à même d'avoir une opinion définitive, mais ce que vous nous avez dit est extrêmement intéressant, parce qu'on a vraiment la démonstration du fait qu'il y a une diversité profonde à la fois... De par le flou législatif, mais aussi de par les comportements de certaines autorités administratives, qui ont pour certaines une notion de l'indépendance qui pose problème. On peut considérer que certaines ne sont pas forcément indépendantes et que d'autres peuvent l'être trop dans certains domaines. Bon. Voilà, donc je crois que c'était tout à fait intéressant et que, en tout cas, ce que vous nous avez dit et vos interrogations, c'est utile parce que ça doit, et il faut que ça débouche sur des préconisations du Parlement. Alors, un dernier élément que j'ai oublié en fait dans mes propos introductifs, c'est que l'ensemble des services de l'État, des opérateurs de l'État, est auditionné régulièrement par le Conseil pour l'immobilier de l'État sur leur schéma de stratégie immobilière et sur la mise en œuvre de ces schémas. Je ne crois pas que les AI aient jamais été entendus par le CIE. Je pense que le CIE, compte tenu de sa composition, puisque ce sont des parlementaires, des sénateurs, des députés, puis des personnalités qualifiées, pourrait peut-être auditionner les AI et les interroger sur leur localisation. Monsieur le questeur avait une question, je suis sûr qu'elle est pertinente aussi. Comme toujours. Merci de ce présupposé, Madame la Présidente. Madame la Présidente, vous êtes un service à compétence nationale. Est-ce que vous pensez que d'autres AI pourraient emprunter ce type de fonctionnement et de structure ? En fait, France Domaine est un service d'administration centrale classique. Nous ne sommes pas un service à compétence nationale. Ah, vous n'êtes pas un service à compétence nationale. On est un service d'administration Direction générale centrale. des finances publiques. Alors, excusez-moi. Est-ce que vous pensez plus généralement que certaines AI pourraient prendre comme support, effectivement, cette possibilité de service à compétence nationale ? Je ne voudrais pas dire de bêtises sur la chaise. Je ne suis pas certaine que la définition d'un service à compétence nationale s'applique bien aux activités d'une AI. Mais surtout, je ne vois pas très bien ce que ça changerait, enfin, en tout cas, du point de vue de la problématique immobilière qui est la nôtre. Puisque ce qui pose souci, c'est... C'est sur la capacité de contrôle éventuelle. Qui peut différer?
Je pense que la capacité de contrôle que pourrait avoir France Domaine, par exemple, sur les implantations immobilières dépend moins d'un statut éventuel de SCN que de dispositions, par exemple, législatives qui assoient mieux l'autorité, enfin l'obligation de soumettre un SPSI et d'être soumis à l'avis domanial que nous qualifions, nous, d'avis domanial enrichi et qui permet de se prononcer pas seulement sur la conformité du loyer au loyer de marché, mais de façon générale, la conformité de l'implantation immobilière aux orientations stratégiques de la politique immobilière de l'État. Je pense que ce serait probablement plus efficace que de leur donner le statut de SCN qui ne changerait pas grand-chose dans les relations avec France Domaine. Je crois que l'absence législative est vraiment un élément qui est vraiment récurrent, là, qui est vraiment très important. Franchement, on se comporte comme au travers d'une loi. On crée une AI, le sujet est sensible, l'État décide de créer une AI. Voilà, on crée une AI, point. Et puis, il n'y a que cette création. Et dans la décision, dans l'acte, dans le document législatif, il n'y a rien d'autre. On s'imagine que parce qu'on dit qu'on crée une AI, tous les problèmes sont réglés. Ça, on voit bien que ce n'est pas le cas. Et donc, je crois que c'était très intéressant sur cet aspect des locaux, notamment, que vous nous éclairiez comme vous l'avez pu le faire. Merci des documents qu'on nous ferait passer. Merci beaucoup. Merci à vous.